Pour ma première vidéo, je vous parlerai de mon personnage principal de mon blog, La guerre de Cent Ans et nous.com. Bertrand du Guesclin, grand chef militaire de la guerre de Cent Ans. Personnage controversé pour certains, libérateur de la France pour d'autres. Néanmoins, il faut faire revivre ces personnages qui forcent le respect. Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Proverbe malgache. Nous sommes au début du XIVe siècle. Bertrand du Guesclin est né dans les années 1320, en Bretagne, à Bronze, entre Rennes et Saint-Brieuc. Le berceau familial se situe entre Saint-Malo et Cancale. D'ailleurs, vous avez l'île du Guesclin, au large de l'Anse du Guesclin, dans la commune de Saint-Coulombe, en Ille-et-Vilaine. Son père, issu de la petite noblesse des Argentés, épouse l'héritière de la seigneurie de Bronze, Jeanne de Malemain. C'est dans la branche pauvre que commence la vie de Bertrand du Guesclin. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 frères et de 6 sœurs. Olivier, le plus célèbre, sera de tous ses combats. Dès la naissance, il est rejeté par ses parents qui le souhaitaient mort ou noyé selon Froissart, le chroniqueur du XIVe siècle. En effet, il est laid. Il a le visage disgracieux, le front grand, les sourcils épais, les joues bouffies, les cheveux noirs et rudes, le col court, la taille médiocre et ramassée. Il est poilu sur tout le corps et a des jambes grosses, selon le chroniqueur. C'est un enfant rejeté de sa famille. Cette laideur le poursuivra toute sa vie et déclenchera un ressentiment envers les femmes. Nous verrons plus tard comment il en parle. Il ne se complaira que dans les risques adolescents et dans les combats adultes. Nous verrons qu'il se battra avec rage et sauvagerie, dans le sang et la sueur jusqu'au dernier souffle. Pour l'heure, il ne mange pas à la même table que ses sœurs et ses frères, car il est mal aimé. Avec les années, il deviendra hargneux et incontrôlable. Dans ces moments de colère, il renversera même la table du repas qui, à cette époque, était fabriquée avec des essences robustes comme du chêne. Enfant, il n'aura aucune occasion pour s'échapper du château pour aller combattre. Le soir, il rentre en guenille. Les parents de ses compagnons en lutte, qui d'ailleurs rentrent dans le même état que lui, se plaignent de Bertrand auprès de son père. À chaque retour de risque, il est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours. Il s'en échappe et recommence. Mais toujours, il rembourse les dégradations. Mais il n'a pas que des défauts. Il a ses côtés protecteurs et respectueux. En effet, il protège toujours les plus faibles et a un grand respect pour ses compagnons qui sont aussi bien des petits nobles que des paysans. Ce trait de caractère lui sera très favorable pour son ascension future. Il deviendra un homme respecté par ses subordonnés quand il faudra partir au combat. D'après une légende bretonne, rapporte Froissart, une guérisseuse lui aurait prédit un brillant avenir. Il deviendrait un aigle et un héros pour son pays. Il vaincra même un roi. Du Guesclin atteint ses 17 ans. C'est un adolescent dur et désobéissant. Il est mal dans sa peau. Il est devenu très fort et musclé. Ses parents ne savent plus que faire pour qu'il rentre dans les rangs de la noblesse bretonne. C'est à cette période qu'il s'enfuit du manoir familial. Il y était enfermé depuis 4 mois par son père. Il va rejoindre son oncle, seigneur de Vauzuret, qui a épousé la riche héritière Thomas Leblanc, dame de la Roberie. Tous deux sont des bourgeois de Rennes et fréquentent quotidiennement les offices religieux. Que vient faire Bertrand du Guesclin dans ce milieu bourgeois et croyant pratiquant, lui, si bagarreur? À la moindre occasion, il s'échappe de chez son oncle. Il court combattre des adversaires dont il terrassera le champion local de Rennes. Son oncle
ne l'entend pas de cette oreille et le sermonne à son retour. Il lui fait comprendre qu'il est issu de la noblesse et doit se comporter comme tel. Il ne doit se battre que dans des joutes et des tournois selon les règles d'honneur. Bertrand l'écoute et semble accepter la leçon. Son oncle le réconcilie avec ses parents. Bertrand demande à son père de lui fournir assez d'argent pour s'acheter une armure, un cheval et des armes dignes d'un noble. Cela coûte trop cher et son père refuse. Un événement important en cette année 1337 fera de Bertrand un homme reconnu par la noblesse de sa région. En effet, Charles de Blois, l'un des protagonistes de la guerre de succession des ducs de Bretagne, épouse Jeanne de Penthièvre, prétendante au trône. Pour cette occasion, il organise un tournoi à Rennes et présente à cette journée la fine flore de la noblesse bretonne et étrangère. Bertrand arrive avec un piètre attirail et un vieux cheval de trait. Tous se moquent de lui et sur un ton ironique disent « Regardez-le, c'est un fils de chevalier ça, avec son cheval de monnier. Il est taillé comme un bouvier. Il ne peut que conduire un attelage, non veut dire shooter ou tournoyer. » Bertrand rumine son humiliation. À 17 ans, il souffre de sa laideur et de sa frustration affective et sexuelle. Mais il n'a pas dit son dernier mot et décide de se venger. Il emporte et prend à son cousin, plus riche que lui, le cheval, l'armure et les armes. Il se présente au tournoi de façon anonyme, sans écu, visière abaissée, pour pas qu'on le reconnaisse. Il lance un défi à 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 14 chevaliers qui sont envoyés à terre. Tous, spectateurs compris, sont abasourdis devant cet inconnu. Mais qui peut se cacher derrière cette visière ? Demande-t-il. Alors qu'il doit affronter son père, il se désiste et est traité de couard par un chevalier connu pour ses victoires dans les tournois. Bertrand le provoque en duel. Il le bat et montre enfin son visage. Il devient un héros devant Charles de Blois. Traité de vaurien par son père, il s'affirme dans les règles de la chevalerie. Il est enfin admis par les siens et respecté par les autres. Le déclenchement de la guerre de succession des ducs de Bretagne en 1341 lui donnera une autre dimension.